Toucher le fond, être au plus bas, c'est l'expérience qu'a vécue J.K. Rowling avant de pondre sa série de romans Harry Potter qui l'a rendu riche et célèbre. Aujourd'hui, je vous propose de plonger au fin fond du désespoir de la romancière pour comprendre comment l'idée d'un petit sorcier à lunettes lui a permis de reconstruire sa vie. À l'âge de 29 ans, en 1994, la vie de Joanne Rowling est un ratage complet. Divorcée d'un mariage qui aura duré à peine 1 an, sans emploi, élevant seule un enfant en bas âge qu'elle cherche par-dessus tout à éloigner de son ex-époux, étant pauvre sans pour autant être à la rue, Joanne vit une période très sombre. On ne parle pas d'un coup de blues passager, elle souffre de dépression clinique. Apathique, elle voit tout en noir, parfois elle perd espoir et envisage le suicide. Cette descente aux enfers peut être expliquée par de multiples facteurs, mais il en est un qui a eu plus d'importance que les autres, c'est le décès de sa mère Anne Rowling. Cela faisait longtemps qu'on avait diagnostiqué à cette dernière une sclérose en plaques, mais Joanne était loin de s'imaginer qu'elle partirait si tôt, elle avait à peine 45 ans. Après ce drame effondré, dans un besoin de s'éloigner un temps, elle avait décidé de partir au Portugal enseigner l'anglais. C'est là-bas qu'elle fut contrainte, suite à un mariage désastreux avec un journaliste portugais, de retourner en catastrophe au Royaume-Uni, à Édimbourg pour être précis, pour être près de sa sœur lors des fêtes de Noël. À ce moment-là, elle est alors au fond du trou. Arrivée à ce stade, surviennent ce que Joanne identifie comme les bénéfices de l'échec. Certes, tout va de travers, mais, paradoxalement, tout devient plus simple. Terminer les faux-semblants, c'est un moment de vérité qui non seulement la confronte à elle-même, mais qui lui révèle également qui sont ses vrais amis. C'est dans l'adversité qu'elle apprend à vraiment se connaître et qu'elle met à l'épreuve les liens qu'elle a tissés avec autrui. Joanne est en quelque sorte libérée, tout ce qu'elle redoutait le plus lui est arrivé, elle n'a plus rien à perdre, ce qui lui enseigne bien des choses qu'elle n'aurait jamais pu apprendre autrement. Elle se découvre par exemple une volonté de faire et s'avère être bien plus disciplinée qu'elle ne le pensait. Le recul lui permet également d'y voir plus clair sur ce qui est important ou non. Elle peut ainsi se focaliser sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment. Qu'est-ce qui compte vraiment ? C'est ça, l'écriture. Joanne écrit depuis toute petite, son rêve a toujours été de devenir romancière, elle travaille depuis quelque temps sur un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Ce projet, c'est un roman. L'idée de ce récit, lorsqu'elle lui est venue, avait engendré chez elle une excitation sans précédent. C'était il y a 4 ans de cela, Joanne était assise dans un train, la ramenant à Londres. D'un coup d'un seul, alors qu'elle ne pensait à rien qui ait un rapport avec l'écriture, Joanne se mit à clairement visualiser un petit garçon, ignorant qui il est, et qui un beau jour reçoit une lettre l'invitant à rejoindre une école de sorciers. En l'absence de matériel d'écriture à sa portée, tout ce que Joanne put faire pendant 4 heures, son train était en retard, c'était d'échafauder une histoire et imaginer à quoi pourrait bien ressembler le jeune orphelin nommé Harry Potter. Peut-être était-ce parce qu'il vivait dans un placard, en tout cas Harry avait toujours été petit et maigre pour son âge. Il paraissait d'autant plus petit et maigre qu'il était obligé de porter les vieux vêtements de Dudley, qui étaient à peu près 4 fois plus gros que lui. Harry avait un visage mince, des genoux noueux, des cheveux noirs et des yeux d'un vert brillant. Il portait des lunettes rondes, qu'il avait fallu rafistoler avec du papier collant à cause de nombreux coups de poing que Dudley lui avait donnés sur le nez. La seule chose que Harry aimait bien dans son apparence physique, c'était la fine cicatrice qu'il portait sur le front et qui avait la forme d'un éclair. Joanne fut toute excitée en sortant de son train, elle a eu l'impression d'avoir rencontré la personne la plus merveilleuse qui soit. C'est une illumination qui lui est parvenue et elle sait que si elle parvient à lui donner vie, le résultat sera génial. De plus, ce qu'elle a en tête, ce n'est pas juste un roman, mais une série tout entière, ambitieuse et dense, qui, pour être mise sur le papier, va demander un investissement colossal. De retour en 1994, 4 ans plus tard, l'idée d'Harry Potter ne l'a pas quitté, le manuscrit s'est même bien épaissi, sans qu'elle ait pu le terminer par manque de temps.
À cette période de sa vie, achever son récit devient la priorité absolue. Il faut absolument qu'elle boucle l'écriture de son roman au plus vite, car elle va devoir reprendre un emploi qui, couplé à l'éducation de sa fille, ne lui laissera plus une minute pour écrire. C'est une sorte d'ultime défi. Avant de reprendre une vie entre guillemets normale, elle doit accoucher de son idée et doit trouver un éditeur pour obtenir une preuve tangible qu'elle ne se fourvoie pas quant à son talent. Déterminée dans une sorte de frénésie, Joanne écrit et écrit encore, se rendant dans le café le plus proche dès que sa fille s'endort. Dans le même temps, au fil des mois, grâce à un accompagnement médical, elle sort de la dépression et reconstruit petit à petit sa vie. C'est une période faste où Joanne reprend confiance en ses capacités, et ce en travaillant d'arrache-pied sur Harry Potter, retranscrivant sur sa machine à écrire ce qu'elle a couché sur le papier la veille, chapitre après chapitre. Il y eut alors un grand « Oh !» Les 3 chemins avaient soudain débouché sur la rive d'un grand lac noir. De l'autre côté du lac, perché au sommet d'une montagne, un immense château hérissé de tours pointues étincelait de toutes ses fenêtres dans le ciel étoilé. Tout le monde restait silencieux, les yeux fixés sur la haute silhouette du château dressé au sommet d'une falaise. Ça y est, le premier tome d'Harry Potter est achevé, Joanne est fière de son œuvre, elle sait qu'elle a écrit quelque chose de vraiment bon. Si cela est publié, le succès sera au rendez-vous, elle en est persuadée. De plus, elle ne s'est pas contentée de venir à bout du premier roman, mais a aussi mis en place toute l'intrigue des 6 prochains volumes qui suivront. La confiance que Joanne porte en son travail ne lui empêche pas de vivre, comme tout écrivain à en devenir, la difficulté d'être publié. Mais cela, elle ne le doit qu'au fait d'être une inconnue, et, ensuite, à la longueur de son récit, souvent jugé trop long pour le cœur de cible, les enfants de 9-11 ans. C'est après 1 an de recherche, en 1996, que Joanne dégote un éditeur en la personne de Barry Cunningham, le directeur de la branche livres pour enfants de Bloomsbury Publishing. Joanne explose de joie à l'idée qu'elle va réaliser son rêve et voir son récit distribué dans les librairies. On lui conseille toutefois de conserver son emploi, elle a repris depuis le métier d'enseignante, car les bouquins jeunesse ne rapportent que très rarement assez d'argent pour faire vivre une personne. C'est sous les initiales J.K. Rowling que Harry Potter and the Philosopher's Stone est publié en juin 97. Harry Potter sonnant, selon l'éditeur, comme une histoire pour garçons, Joanne se devait de laisser planer le mystère quant à son sexe, car les lecteurs masculins, toujours selon l'éditeur, préfèrent que l'auteur du livre qu'il s'apprête à parcourir soit lui-même un homme. Joanne accepte le compromis sans sourciller, elle qui est déjà tellement heureuse d'être publiée, ne fait pas la fine bouche. J.K. Rowling est née, maintenant il faut la faire connaître. Cela pour un éditeur est la tâche la plus ardue qui soit, car s'il y avait une recette, tout le monde réussirait. On peut bien user des pratiques habituelles, comme envoyer Harry Potter à des influenceurs du monde des livres pour enfants, afin de récolter des petits commentaires élogieux à la 4e de couverture, cela rassure l'acheteur quant à la qualité de l'ouvrage, mais le moment venu, il faut que le livre trouve son public. Au début, Rowling bénéficie du soutien local d'Édimbourg et les journaux nationaux ne tardent pas trop à suivre. Ils s'accordent tous à dire qu'Harry Potter a un certain pouvoir hypnotique envers les enfants et que le récit en lui-même est très bon. Mais c'est en étant sélectionné au Nestlé Smarties Book Prize que Joanne va vraiment savoir ce que pensent les enfants de son œuvre. Derrière ce prix à consonance marketing vulgaire se cache une récompense prestigieuse très convoitée par les auteurs car le gagnant est jugé directement par les jeunes lecteurs du pays tout entier. C'est un bon moyen d'obtenir l'avis d'une tranche de la population dont l'opinion se veut plus détachée que les adultes de tout l'aspect externe d'un bouquin, son appartenance à une mode ou la réputation de son auteur. Harry Potter remporte de loin le premier prix et gagne par là même une grande visibilité. Du coup, en très peu de temps, le livre devient un succès, là où les autres ouvrages du même genre mettent des années à s'installer. 30 000 unités se vendent à travers le pays en 1 an et s'ensuit une myriade de prix, majeurs pour la plupart. Ensuite, la machine s'emballe. Il se passe quelque chose avec Harry Potter. L'éditeur américain Scholastic Corporation l'a bien compris. Pour preuve, il rachète les droits du livre afin de le publier aux États-Unis, et ce pour une somme jamais vue dans le domaine du roman jeunesse, 105 000 $. Dès ses premiers mois d'exploitation en Amérique, Harry Potter remporte tout un tas de prix et parvient à se hisser dans la liste des best-sellers du New York Times, ce qui est un exploit car c'est le premier livre pour enfants à y parvenir depuis La Toile de Charlotte de Elwyn Brooks White, paru dans les années 50. Avec le temps, l'enthousiasme ne désemplit pas, chaque tome enchante le lectorat, et J.K. Rowling se retrouve propulsée au rang d'écrivain majeur. Elle, qui n'avait absolument pas l'ambition de devenir célèbre, son souhait le plus cher étant juste d'être publiée, vit tout cela avec surprise, elle n'imaginait pas une seconde en arriver là.
De sa notoriété est née de nombreuses histoires à son propos, visant souvent à accentuer la misère à laquelle elle a fait face avant de connaître le succès. La rumeur la plus répandue étant celle affirmant qu'elle allait écrire dans les cafés d'Édimbourg pour fuir son appartement sans chauffage. But could I just say, for the record, once and for all, because it's really irritating me, I did not write in cafes to escape my unheated flat, because I am not stupid enough to rent an unheated flat in Edinburgh in midwinter. It had heating. Les mois suivants, le succès d'Harry Potter devient phénomène. Hollywood s'en empare rapidement pour donner vie à une des sagas cinématographiques les plus prospères de l'histoire. En 2011, c'était plus de 450 millions d'exemplaires d'Harry Potter qui s'étaient vendus à travers le monde. La série de romans est à l'heure actuelle la plus vendue de tous les temps et Rowling est devenu le premier écrivain, hommes et femmes confondus, à devenir milliardaire grâce à son œuvre littéraire. Il y a quelque chose dans Harry Potter qui a touché le monde entier, le roman a été traduit en 79 langues et autres dialectes, une telle réussite n'aurait pourtant jamais pu être prédite. À la grande question, Do you ever feel you just got lucky? J.K. Rowling répond, Having the idea was lucky. c'est peut-être ça. Le succès d'Harry Potter n'est pas un coup de chance en soi, il a convaincu de lui-même son lectorat avant que le phénomène ne débute. La seule chance dont J.K. Rowling a bénéficié, c'était celle d'avoir reçu ce jour-là dans un train un don du ciel, une révélation presque divine, une idée venue de nulle part, apparue soudainement, comme par magie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me suivre via les réseaux sociaux, j'y donne régulièrement des nouvelles. Vous pouvez également me soutenir financièrement sur Tipeee, c'est ma principale source de revenus. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.